Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur Sport FM. C'est à partir de 14h en principe. On a pris un peu de retard. Merci de nous en excuser. Dans le lit des éperviers, numéro 64, nous décryptons l'actualité des différentes sélections. Staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues, ensemble pour la mobilisation et l'intensification de la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Avec au menu du jour, Jonas Kokou Komla quitte le staff des sélections A et A'. Le technicien arrivé au terme de son contrat n'a pas été reconduit par la FTF. Des consultations sont en cours pour le recrutement d'un nouvel agent à Paolo Duarte et qui aura la charge de la sélection locale. Le Togo absent sur la fenêtre FIFA d'octobre. On évoque des problèmes de disponibilité financière. Quelles conséquences pour les éperviers dans les compétitions à venir? Les éperviers hommes et dames sont finalement entrés en possession de leurs primes impayées. C'est donc la fin d'un imbroglio qui aura duré quelques semaines. Et puis, Togolais en club, l'actualité des Togolais à l'étranger, la crainte des éditeurs à vous l'antenne. Dans le des éperviers de l'N2, c'est avec la technique Théo Adjawon. Et puis aussi au studio pour que vous teniez compagnie, fidèles au poste, et ils sont présents bien sûr, Franck Mounyama et Angelo Folikoué pour décortiquer les sujets. À la présentation, appelez-moi Aimé Le Bon de l'N2. C'est parti. Allez, ça y est, donc on se retrouve dans ce rendez-vous, bien sûr, avec ceux qui sont habituellement dans ce studio. Bon, voilà, on y est. Donc, Franck, bonjour, merci d'être là. Merci, Aimé, bonjour à toutes et à tous. Angelo, salut à toi. Bonjour Aimé, bonjour à tous. On est là, on est en forme, n'est-ce pas? Franck, on va commencer avec, bien sûr, disons, ce tirage au sort, puisque c'est de l'actualité qu'on parle aussi dans cette émission. Et voilà, le tirage au sort a eu lieu sans le Togo, naturellement, qui n'est pas qualifié pour cette CAN. Mais alors, oui, avec ces différents groupes, on va se délecter en fait. Oui, on a cherché en vain le Togo parmi les 24 pays à tirer au sort. Vous continuez à chercher? Oui, on a cherché. Hier? On a cherché. Donc c'est là où on ressent... Angelo, il continue à chercher le Togo. C'est là où on ressent un peu plus cette douleur de constater désormais que le Togo est vraiment éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, on va faire avec. Et quand on c'est avec le tirage au sort que vous sentez maintenant que le Togo est éliminé vraiment? Oui, c'est là où on ressent encore plus cette douleur de constater encore une fois que le Togo n'est pas du rendez-vous. Donc voilà. Non, je te comprends. Et on va parler de ces tirages au sort au parc d'exposition d'Abidjan, devant des stars comme Didier Drogba, Ekon, Sadio Mané, les Al Diouf, d'anciens joueurs comme Yaya Touré qui a d'abord eu le privilège, l'honneur d'amener le trophée sur, on va dire, la scène. On peut également parler de Obi Mikel qui était là, donc vous savez, un grand milieu de terrain nigérian. On n'y était pas? Non, je ne l'ai pas vu. Donc voilà. Alors, quand on prend le groupe A déjà... le président de la Fédération togolaise de football était là. Bien sûr. Il était bien présent. Ok. Voilà, donc on a la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale et puis la Guinée-Bissau. Pour la poule A. La poule A. Et le groupe considéré comme le plus difficile, c'est bien le groupe C, où il y a, on va dire, d'anciens vainqueurs, le Sénégal et le Cameroun. Les deux pays pèsent 6 titres continentaux. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. La Guinée, Conakry et les Scorpions de la Gambie de Tom Saintfiet. Donc c'est un groupe, bon, on va pas dire très relevé, mais quand on voit un peu voilà, le profil des sélections, ça veut dire que ce ne sera pas du gâteau. Ouais. Donc, voilà, il y a le groupe B, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, Mozambique, le groupe D, l'Algérie, 2 fois vainqueur, le Burkina Faso qui grandit au fil des années dans la compétition, les Mourabitoun de la Mauritanie, les Palancash Negrash d'Angola. On a le groupe E avec la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, et puis après le groupe F où il y a les Lions de l'Atlas du Maroc. Ça fait quand même près de 40 ans, même plus, qu'ils ont gagné ce trophée. Donc l'ambition est d'aller chercher la RD Congo, 2 fois vainqueur, 68, 74, et puis derrière la Zambie, 2012, et les petits, les Taifa Stars de la Tanzanie. Oui, bon, voilà. Donc, vous les appelez les petits. Bon, ouais. Angelo, quelle analyse ça vous inspire, ce tirage et j'allais dire la configuration de ces différents groupes? Bon, dire simplement que le pays hôte
peut-être aura l'occasion de sortir, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce qu'on a à côté le Nigeria, il y a également 2 Guinées qui savent jouer au ballon, surtout la Guinée équatoriale, avec un football, je peux dire, beaucoup plus hispanique. Ça joue en ras du sol, en 2 touches de balle, tout de suite on se retrouve rapidement vers l'avant. Donc la Guinée, Bissau également peut, pourquoi pas, arriver à titiller et la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le géant. Là où l'arrêt reste au travers de la gorge, c'est de voir le Cap-Vert qui se situe au niveau de la poule B. Si jamais nous avions eu un très bon éliminatoire, des très bons éliminatoires, le Togo serait dans cette poule B accompagné de l'Égypte et du Ghana. Peut-être, oui. Mais peut-être, voilà, sauf que c'est pas le cas. Donc cette équipe du Cap-Vert également aura son... C'est hier que vous aussi, vous avez... senti... Quand on voit 24 sélections, oui, et pas des moindres, vous regardez, vous voyez la Gambie, vous voyez la Namibie, vous voyez la Tanzanie, la Zambie, vous vous dites que, bon, quelque part, quand on cite ou on parle de l'historique du football sur le continent, un temps soit peu, on pourra quand même citer un peu le Togo. Sauf que mondialiste. Pendant ce temps, nous, on a passé le temps à faire d'autres choses, à rester dans l'amateurisme en ce qui concerne l'administration, la gestion administrative. Pour revenir rapidement au groupe, pour terminer en disant que de toutes les façons, les groupes sont homogènes à mon humble avis. Donc, ce sont les meilleures équipes, arrivées au bon moment avec les bons joueurs qu'il faut, frais, surtout frais. Ce sont elles-là qui feront la différence au niveau de ces différentes rencontres en match de poule. En tout cas, de beaux spectacles en perspective, c'est ce qu'on attend. Donc à partir du 13 janvier prochain, justement, où la Côte d'Ivoire va affronter la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau. Et donc, bon voilà. Oui, le travail ça paie, c'est ce qu'on va dire. Et nous, on va se régaler donc depuis notre maison, depuis le Togo, justement, sur les petits écrans. On aurait aimé donc être sur les lieux, mais bon, Dame Nature a choisi donc que le Togo n'y est pas. Bon, c'est pas très grave. Restons donc. C'est Dame Nature. Oui, c'est la nature. C'est Dame Nature qui a choisi. Oui. Ah. Mais si vous ne travaillez pas, c'est Dame Nature vous dit bon, écoutez. C'est bien. Allez, c'est donc ce que nous pourrions dire pour le moment, en attendant justement de revenir beaucoup plus en détail dans les analyses, bien sûr, de ce tirage de ces différents groupes. Voilà, donc on revient maintenant donc, dans le normal donc, de cette émission. On revient donc au Togo. Ouais, ben voilà, le Togo n'était pas donc, à ce tirage, c'est pas très grave. Alors, Franck, le premier sujet, c'est Jonas Kokou-Komla qui quitte le staff des sélections A et A'. Voilà, le technicien qui est arrivé au terme de son contrat n'a pas été renouvelé par la Fédération togolaise de football. On va dire simplement que le suspense aura duré assez longtemps. Alors que s'est-il finalement passé pour que le bail ne soit pas renouvelé ? Oui, je pense qu'à plusieurs reprises, j'ai eu à poser la question au président de la Fédération togolaise de football après cette élimination lamentable des éperviers là-bas à Cotonou, au Bénin, face au MENA du Niger. C'était très douloureux finalement. Et au sortir de ce match-là, le président a dit qu'il avait rencontré l'entraîneur et le capitaine, le staff de la sélection locale. Et le capitaine, pour faire un peu le point, il a dit que l'entraîneur était d'accord que ce n'était pas l'objectif à lui fixer par rapport à cette compétition. L'objectif, c'est de le voir qualifier le Togo pour le CHAN. Ça n'a pas été le cas sur ce match-là. Le Togo a été éliminé, souvenez-vous. Et puis après, il semble que le contrat de Jonas Kokou-Komla était lié un peu à celui j'allais dire, du Portugais, Paulo Duarte, en sélection A. Donc, c'était compliqué à ce moment-là de pouvoir lui dire « ça va ». Et ce que j'ai compris dans tout ça, on a attendu la fin du contrat au niveau de l'équipe nationale A. Pour simplement lui dire, on ne va pas renouveler. Voilà, donc c'était un peu la situation et c'était arrivé, il est arrivé en fin de contrat et la fédération qui n'a pas digéré cette élimination du Togo par le Niger lors du CHAN dernier a dit oui monsieur ça va, on va s'arrêter ici. Maintenant ce qui fait un peu problème si on réussit quand même à limoger Jonas Kokou-Komla pour insuffisance de résultats au niveau de la sélection il locale. n'a pas été limogé.
Oui, c'est entre limogeage. Oui, il était en fin de contrat, on lui dit ça suffit, on va continuer peut-être avec quelqu'un d'autre. Maintenant, la question qui se pose, si c'est pour insuffisance de résultats et que son contrat, quelque part, est lié à celui de Duarte, normalement, ils doivent partir ensemble. La fédération ne devrait pas aussi reconduire Paulo Duarte si c'est insuffisance de résultats, parce que lui aussi n'a pas réussi à qualifier le Togo pour la CAN 2023, dont le tirage a eu lieu hier. On avait eu les yeux rouges de ne pas voir le Togo. Donc, voilà un peu comment se passe ou bien comment s'est passé les choses jusqu'à... Voilà. Oui, jusque-là, Paulo Duarte n'a pas vu son contrat renouvelé non plus. Oui, mais lui, il est là pour le moment. On ne l'a pas dit, ça veut dire qu'il continue parce que là, le match à venir contre le Soudan, c'est pour très bientôt. Ouais. S'il doit avoir quelque part, ça devrait se faire depuis le dernier match contre le Cap-Vert, silence radio. Donc, ça veut dire qu'on continue avec lui. Alors, Angelo, quel est le bilan de Jonas Kokou comme là à la tête des éperviers, surtout locaux? Bon, le bilan, il n'est pas reluisant. Il n'est pas du tout bon ni encourageant. On se rappelle qu'en août 2022... Si ce n'est pas bon, si ce n'est pas encourageant, donc c'est mauvais. C'est médiocre, simplement. il a essayé, il a tout fait, sauf qu'il n'y avait pas de mordant au niveau de l'ardoise. Hein. Quand il s'agit de parler des résultats, on se rappelle très bien ce match-là où le Togo, avec son public à la maison, avait gagné 1-0 face au Niger, dans les éliminatoires, bien sûr, du CHAN. Et tout le monde, ne serait-ce que la majorité, s'accordait en se disant, tiens, le match retour à Cotonou, puisqu'on n'avait pas fait le déplacement de Niamey, devrait normalement servir d'apothéose pour voir enfin Jonas Kokou comme là avoir la main sur cette sélection. Impacté, voilà, pour ne pas peut-être se répéter de façon positive sur cette sélection. Et je me souviens très bien, nous étions témoins de cette défaite, de cette désillusion du côté de Cotonou, où le Togo, malheureusement, a été battu 3-1. Cette élimination, pour tout dire. Oui, on n'a jamais senti Jonas Kokou comme là être patron d'une sélection où il dictait ce qu'il fallait aux joueurs, histoire de rester concentré et surtout de produire du jeu, parce que le Togo, manche aller, vous avez gagné 1-0, manche retour, oui, c'est juste à côté, c'est presque à domicile. Il fallait tout faire pour gagner, se qualifier. Mais malheureusement, on a vu une équipe qui était apathique, qui avait peur, qui jouait beaucoup plus à reculons, ce qui a permis au MENA de rapidement mettre le pied sur le ballon et de pouvoir imposer son style de jeu tout doucement, comme dans un rêve. On a vu le Togo prendre un but, on a vu un semblant de réaction après. Le Togo encaisse un deuxième et puis un troisième but, et puis synonyme, élimination. Et l'image qui est restée, en tout cas dans ma petite tête, c'est lors de la conférence de presse, Jonas Kokou Koma ne s'est pas présenté. Il n'a pas, à mon humble avis, pris ses responsabilités pour expliquer le pourquoi du comment. Il a fui simplement la presse. Il a envoyé en pâture son adjoint KO, qui également se perdait dans ses mots. Il n'arrivait pas à trouver les mots justes pour expliquer cette élimination du Togo. Et depuis là, on n'a plus vu Jonas Kokou comme là, parfois sur des matchs de la SCK, on le voit ci, on le voit là. Et mine de rien, pour moi, c'est une décision ou bien, un résultat, le fait qu'on mette fin à son contrat, qui n'arrive pas tôt. L'idéal, le président l'avait même évoqué sur ce plateau ici, il aurait aimé tout de suite mettre fin à son contrat ou bien le limoger lorsque cette élimination est arrivée. Mais n'oublions pas une chose, lorsque un sélectionneur arrive, il y a des contingences, il y a des accointances qu'on n'explique pas trop, on prend le temps de négocier, de revoir un peu. Bon, ce n'est pas aussi trop tôt. Enfin, c'est arrivé. Maintenant, on attend la suite au niveau des locaux. Oui, c'est ce que j'allais dire, que c'est pas trop tôt, en tout cas. Y a-t-il eu un impact sur son passage en tant qu'adjoint de Paulo Duarte dans le staff des éperviers Fagnon? Est-ce qu'on peut sentir quelque chose? Non, je ne pense pas. Lorsqu'on fait les recoupements, il semble même que le Portugais n'aime pas trop travailler avec lui parce que là, il n'a jamais eu le rôle de deuxième tout de suite.
le Portugais a ses hommes. Oui, et c'est le Burkinabé qui travaille comme son adjoint direct. Jonas Kokou Komlan n'a pas eu cette chance d'être directement associé quand il s'agit de parler du numéro 2 du staff technique des éperviers Fagnon. Donc, il n'y a pas cette entente-là, cette complicité-là entre les deux hommes. Ça se dit depuis, et ça se constate d'ailleurs lorsqu'on arrive au terrain, au stade, au moment des matchs des éperviers. Donc, il n'y a pas eu cette grosse entente entre les deux hommes. Donc, je crois que c'est ce qui a d'ailleurs facilité son départ. Et voilà, pas d'impact, pas d'impact. Je n'ai pas constaté un quelconque impact de Jonas Kokou Komlan sur les éperviers Fagnon, même du côté des juniors quand il était là. C'est pas en fait ça, c'est pas trop ça. Même au niveau de la sélection locale, il a essayé de construire quelque chose. Maintenant, peut-être qu'il n'a pas eu le temps qu'il faut pour poursuivre. Et c'est ce qu'on peut dire. Mais voilà, il quitte aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est un nul, mais les résultats ne vont pas en sa faveur. Oui, Angelo, et pourtant, il y avait beaucoup d'espoir à son arrivée à ce poste par rapport à son passé récent, surtout au Mali. Alors pourquoi Jonas n'a-t-il pas eu la même chance au Togo? C'est un peu compliqué comme question, mais oui. Je pense que le contexte togolais, on est entre deux feux. On a envie tout de suite d'avoir les résultats, mais au même moment, l'on se pose la question, avons-nous les joueurs qu'il faut pour avoir ces résultats? Et Jonas Kokou Komlan, à chaque fois que nous avions eu l'opportunité de participer à ces conférences de presse, il explique sa philosophie du jeu, axée sur le ballon en transition, le jeu rapide, et puis également la présence physique des joueurs. Mais malheureusement... on ne voit pas ça sur le terrain. Oui, on ne l'a pas senti. Vous avez posé tout à l'heure la question, y a-t-il eu un impact avec Paulo Duarte? Je dirais tout simplement non. Il n'a pas eu cette occasion-là de s'imposer. Je me souviens très bien lors de la convocation des joueurs pour le fameux stage de Turquie en Antalya. C'était lui qui était à la conférence de presse et nous a expliqué en long et en large le pourquoi, le comment, l'organisation de ce stage, mais on n'a jamais senti sa main sur cet effectif-là parce que on a Paulo Duarte, on pourra dire c'est le super patron, et voilà, dans cette clause de contrat, il dit avec qui il a envie de travailler et il n'est pas censé avoir un numéro 2 capable de lui voler la vedette. Pour revenir à votre question encore une fois, aujourd'hui, le problème que l'on a dans notre football, c'est qu'on manque de patience. On ne veut pas construire avec le temps, on veut tout de suite avoir les résultats, sauf que quand vous regardez un temps soit peu au niveau du Sénégal, ils ont pris du temps à un moment donné à construire, à mettre une bonne planification en place, une direction technique nationale assez forte, et tout doucement, aujourd'hui, sur les 2 dernières années, on voit un pays qui pratiquement règne sur tout. Sauf que chez nous, tous les ingrédients nécessaires pour avoir des résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Vous prenez par exemple, pour chuter les compétitions de jeunes, on sait très bien qu'il s'est illustré très très bien avec les U17 maliens. C'est avec justement ce quitus-là qu'il a débarqué dans le pays de sa génitrice. Sauf que chez nous, les compétitions de jeunes, il n'y en a pas. Il était à la tête des U20, mais on n'a pas eu de résultats. Et aujourd'hui, je pense que c'est le contexte qui a eu raison de lui. Ô combien ce monsieur il est compétent, mais malheureusement, le Togo n'en a pas profité. Oui, c'est vrai. Et donc, hier déjà, dans l'émission Coup Franc, les gens ont réagi, les auditeurs ont réagi. On va vous proposer donc un extrait de cette émission du Coup Franc. Enfin, parce que quand quelqu'un dit qu'il a un nom avant qu'il ne vienne au pays, il ne nous a pas pu qualifier, mais la décision devait venir vite. Le jour de notre élimination, qu'on devait prendre cette décision de les limoger. Si on veut faire le football, il faut qu'on fasse le football. C'est une bonne décision, très bonne décision, parce que M. Jonas a reculé le football togolais de 5 ans en arrière. On devait être qualifié pour la 2e fois consécutive. Moi, je crois qu'il est un peu égoïste. Il a quand même un savant qui disait que tout ce que je connais, je ne connais rien. Moi, j'ai un sentiment plus ou moins mitigé. Je vais faire une analyse globale. Moi, je pense que nous avons un sérieux problème au Togo dans le choix et des sélectionneurs et même des coachs à la tête de nos clubs, en fait. Parce que je pense que nous avons un souci de profilage, en fait. Donc, on n'arrive pas
à définir un profil type pour et nos clubs et nos sélections. Jonas, il n'a pas sa place à la sélection. Aujourd'hui, il va partir. N'importe quel entraîneur qui a le niveau, le Togolais, on n'a qu'à lui remettre là-bas. On a des gens comme Taré, Nibombe. Il y a beaucoup de gens. Je ne peux pas appeler les noms. Il y a beaucoup de gens. Mais seulement, je pense que nos entraîneurs qui sont ici au Togo, il reste un peu. Ils n'ont qu'à chercher le nouveau. J'aimerais qu'on fasse venir M. Abalou. Maintenant, on attend qu'on parle le nom du Kader Koubadia. Est-ce que Kader Koubadia, il connaît nos joueurs, ceux qui sont au pays? Dans ce contexte actuel, Kader peut travailler et comment il va sélectionner les joueurs si ça prouve que c'est lui? On ne change pas vu l'équipe qui gagne. Pourquoi ne pas reconduire M. Abalou? Oui, M. Abalou peut quand même encore continuer. Laissez l'histoire de monsieur, il est déjà parti, il est parti. Il faut l'oublier. Il est parti, il faut l'oublier là-bas. C'est Wadja ou soit Abalou. On a qu'à choisir parmi les deux, ça peut marcher sans problème. Voilà, donc quelques réactions des auditeurs hier dans l'émission Coup Franc. Oui, les auditeurs, bien sûr, qui font leur analyse à leur manière, Franck. Oui, pour certains, Jonas Kokou Komla a été égoïste parce qu'il a dit « j'avais un nom avant d'arriver au Togo ». Pour certains, il faut refaire appel à Balo. Pour d'autres, il faut aller chercher Wadjalantam. Voilà, et puis d'autres. Donc, je pense qu'ils sont dans leur analyse, ils sont dans leur opinion et on ne peut pas les empêcher. Maintenant, le fait d'annoncer une piste comme celle de Kader Koubadia... On va revenir là-dessus tout à l'heure. Oui, c'est possible, mais on attend de voir. Donc, les auditeurs, ils ont dit ce qu'ils pensaient. Et voilà, on ne peut pas les incriminer. Le mal dans ce genre de situation... je ne cesserai jamais de le dire. On veut tout de suite avoir des résultats. Vous pouvez même amener le meilleur entraîneur au monde. C'est qui? Il y en a plein. Ah Sinon, chacun y va de son commentaire. Sauf que aujourd'hui, dans notre contexte, les bases ne sont pas vraiment ça. Oui, il peut y arriver qu'on ait quelques soubresauts de victoire, mais le problème chez nous, c'est qu'au moment où on gagne sur certains matchs, au lieu tout de suite de se positionner sur le futur, mieux s'organiser, essayer d'apprendre. On prend trop le temps de savourer une victoire quelconque. Vous aviez été témoin de 2006. Ah oui. 2006 à 2023, ça fait 18 ans. Pendant ces 18 ans, avons-nous aujourd'hui une direction technique nationale digne de ce nom pour mettre en place une véritable politique footballistique au niveau du Togo? C'est la grande interrogation. C'est la grande interrogation. Voilà. Oui, on pourra, avant que vous ne reveniez sur Kader, on pourra l'amener, mais je me pose la question. Aura-t-il l'opportunité d'avoir de bons résultats? Justement, des consultations sont en cours à la Fédération togolaise de football pour le recrutement d'un nouvel adjoint à Paulo Duarte et qui aura également la charge de la sélection locale. Avez-vous des informations sur certains noms qui émergent? On parle notamment de Koubadia Touré, Abdelkader. Est-ce qu'il y a d'autres? Je ne sais pas trop. Mais écoutez, c'est le nom qui revient avec insistance, en fait. Oui, c'est ce qui se dit depuis quelques jours déjà. Et certains médias lui ont posé la question, est-ce qu'il rêvait de devenir sélectionneur du Togo? Il dit ce serait hypocrite de dire non. Ce qui veut dire que l'ancien attaquant... Mais c'est ce que j'aime chez lui, le franc-parler, ce qu'il veut. Il est direct. Très direct. Ce qu'il pense, il vous le dit. Ok, ça peut faire mal à certains, c'est pas grave. Bon, écoutez, la vie continue. C'est l'homme, en fait. Donc, il n'a pas sa langue en poche, l'ancien buteur des Éperviers. D'ailleurs, le meilleur buteur jusqu'à aujourd'hui, avec 54 réalisations sur 83 matchs. Oui. Donc, voilà, il est annoncé. Je pense que c'est une bonne chose. C'est bien de toujours entourer la sélection nationale des anciens joueurs, des gens qui ont eu du vécu, des gens qui ont de l'expérience et qui connaissent bien, on va dire, l'état d'âme, la réalité ici sur le terrain, et puis la philosophie de jeu, la mentalité des Togolais. Il a joué pendant très longtemps en sélection, ce qui veut dire qu'il connaît bien la maison, il sait à quoi s'en tenir maintenant. Est-ce qu'il va avoir les moyens qu'il faut? Ce n'est pas forcément parce que c'est Kader que ça va réussir. Souvent, on dit un bon pédagogue. Qu'est-ce qu'on dit? C'est il n'est pas forcément un bon génie. Génie. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que oui, on peut lui dresser le tapis. C'est comme on dit souvent, un bon joueur n'est pas forcément un bon entraîneur. Ça aussi. On rappelle qu'il est formateur au niveau des jeunes de Sochaux. Il a joué, c'est quelqu'un qui a eu une grosse carrière, on peut le dire, par arme. Et quelqu'un peut passer donc de nulle part, peut partir de nulle part pour devenir un très grand entraîneur. Comme
Mourinho. José Mourinho, c'est comme ça qu'on peut aussi échouer. Mais ils sont donc, 1 sur 1 million. Oui. Voilà, donc on lui dresse, selon les infos, le tapis rouge, mais j'espère bien que si c'est lui, il va connaître la réussite, qu'il va faire le travail attendu par le public togolais, parce que ce public en a marre des échecs, chaque fois de se lamenter, de connaître le désarroi, d'être déboussolé sur les résultats de la sélection nationale. Donc voilà, il va être adjoint à Paulo Duarte, et puis au même moment, sélectionneur des éperviers locaux. C'est quelque chose de significatif. Mais M. Franck Lunyama est en train de parler comme si la décision est déjà prise. Non, mais j'ai dit si. Au départ, j'ai déjà dit si. Alors que jusqu'à présent, rien ne fuite donc du côté de la Fédération togolaise de football, où on continue à nous dire, Angelo, nous poursuivons les consultations. Non, mais... C'est une façon de parler. Et eux également, ils ne peuvent pas le dire tout de suite. Oui, mais... Oui. La dernière fois, on a pris cette information avec beaucoup de pincettes et nous continuons en tout cas à espérer la fumée blanche qui sera celui-là qui va succéder à Jonas Kokou-Komla. Ce qui est sûr, on est sûr d'une chose. Oui. Le poste est vacant. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, il faut quelqu'un pour l'occuper. Maintenant, qui Si le nom de Kader arrive, je pense que quand on va un peu en profondeur, c'est quelqu'un qui connaît bien les réalités du football togolais et avoir joué dans le championnat, à l'Étoile filante, on sait ce qu'il a déjà produit là-bas, il connaît très bien la réalité de la sélection. Et maintenant, je me pose des questions. D'abord, c'est une question de responsabilité. Responsabilité vis-à-vis d'abord de l'État, vis-à-vis également du ministère, vis-à-vis de la fédération et même vis-à-vis du public sportif. S'il a eu le temps de travailler aussi longtemps du côté de Sochaux, c'est qu'il a eu droit à des conditions optimales de travail. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, l'ayant écouté plusieurs fois sur notre antenne, qu'il arrivera avec une feuille blanche sans rien inscrire là-dessus. Il va inscrire tout ce qu'il a envie d'avoir comme moyen, comme disposition, pour petit à petit dresser ou mettre en place sa sélection. Est-ce que l'État, le ministère, la fédération seront tous, capables de lui donner justement ces moyens pour que, à moyen terme, ne serait-ce que sur 2 ans ou 3 ans, qu'on ait une sélection nationale à prime forte, capable d'aller rivaliser avec d'autres sélections sur le continent. Pour terminer sur ma déclaration, le public sportif doit essayer aussi d'apprendre à être patient. Ça, c'est un nœud gordien qu'on a du mal à pouvoir à dénouer, parce que c'est souvent compliqué. Dès qu'on annoncera tout de suite le nouveau venu, donc comment vous jurez que non, c'est bon, le prochain chat on y ira. Et dès qu'on va aligner peut-être 2 défaites, un match nul ou bien un match une défaite, vous allez voir les mêmes supporters, le même public qui va commencer à tirer sur le nouvel élu. Donc, à ce niveau-là, on reste patient, on reste curieux sur celui-là qui va être désigné pour ce défi qui attend le Togo, parce que, pour chuter, la dernière fois, on était au Chan avec Jean-Paul Abalo, on a vu les résultats, on était dans la poule de l'Ouganda, du Rwanda, et je pense d'une dernière sélection dont j'oublie le nom, et malheureusement, on a fini 3e, on n'a pas eu le temps de se qualifier pour la seconde édition de suite. En tout cas, on reste donc... attentif justement à ce que la Fédération togolaise de football va décider par rapport à ce poste qui est vacant et ce dont nous sommes très sûrs, c'est bien ça. En attendant justement de voir le nouveau locataire de ce poste-là. Autre sujet, le Togo absent sur la fenêtre FIFA d'octobre. On évoque des problèmes de disponibilité financière. Mais on se pose beaucoup de questions. Franck, quelles conséquences pour les éperviers dans les compétitions à venir? C'est la grande interrogation. Hein? C'est vraiment la grande interrogation. Tout le monde était d'accord que cette journée FIFA pourrait permettre au staff technique de pouvoir essayer encore des choses avant d'entamer les éliminatoires du mondial à venir contre le Soudan. Vous savez que le premier match, c'est en déplacement. Et un match amical ferait du bien nécessairement à cette équipe qui se cherche. Au-delà de la victoire de la dernière fois face au Cap-Vert, c'est une équipe qui ne connaît pas totalement de stabilité pour le moment. Donc des matchs comme ça peuvent permettre à la sélection de gommer des lacunes. Ça ne va pas être le cas, c'est vraiment dommage. Si on constate que tous les pays sont alignés sur cette journée FIFA avant d'entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça veut dire qu'on fait un faux départ. Et on ne serait pas, on va dire, surpris de voir le Togo continuer dans les contre-performances.
Oui, c'est malheureusement ça. Tout compte fait, le Togo rate une occasion de de continuer à peaufiner sa reconstruction. Angelo, déception, désespoir, démotivation, c'est quoi finalement? Les trois mots sont bien placés. Déception, parce que je ne voyais pas venir une telle situation quand on considère un tant soit peu ce qui a été fait avec Claude-Marie François Leroy, qui a eu pratiquement tous les matchs date FIFA disputés, surtout à l'extérieur du pays, avec tout ce qui s'ensuit en ce qui concerne le budget qui est justement alloué à ce genre d'activité. Et Paulo Duarte est arrivé, on est resté sur la même lancée, les mêmes bonnes manières, si je peux le dire ainsi. Et malheureusement, là, sur cette fenêtre FIFA qui s'étend du 13 au 17 octobre, normalement on devrait au minimum avoir 2 matchs pour s'essayer, histoire de voir encore de nouveaux joueurs, ou soit travailler beaucoup plus la cohésion, parce que Paulo Duarte cherche la cohésion. Il a dit à un moment donné qu'il massacre les équipes en face, sauf qu'on a du mal à marquer. Et là, il va rester à la maison en regardant ce qui va se passer ailleurs. Oui, il y a plus que de la déception. C'est en cela, on ne cessera jamais de le dire. C'est une question de planification. Comment est-ce qu'aujourd'hui, l'État n'a plus un rond au niveau justement de la caisse pour financer ces matchs de date FIFA? On se pose de questions. Oui, la démotivation sera au rendez-vous. Oui, ça, tous les joueurs, quels qu'ils soient, qui évoluent même en D4 ou en D5 dans un pays quelconque, qui a eu l'occasion de disputer en tout cas un match de sélection, vous dira, oui, quand il s'agit de se retrouver, je suis en joie, parce que entre eux-mêmes, dans le club, là où ils évoluent, ça se titille, ça discute entre eux. Mais la dernière fois, on vous a battu, mais la dernière fois, vous n'avez pas pu jouer tel match. Donc, il y a une question de privilège, également de fierté qui est là. Je me pose la question, dans quel état d'esprit se retrouvent en ce moment ces joueurs? C'est vrai, on pourra les trouver en guillemets en vacances, mais ils ne sont pas en vacances. Normalement, ils devaient être sur le terrain en ce moment, de jouer soit hier, jeudi, ou encore samedi, dimanche, voire lundi, avant de retrouver leur club en fin de week-end prochain. Mais ce ne sera pas le cas. Je ne sais pas dans quel état également se trouve Paulo Duarte et son staff. La question demeure vivement. Nous croisons les doigts pour que cette situation-là, rapidement, puisse en trouver une solution. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, ben, écoutez, ça c'est déjà dit, Franck. On sait que ce problème, ce n'est pas celui de la fédération, malheureusement, parce qu'il s'agit donc de la sélection nationale. Ce n'est pas non plus celui uniquement du ministère des Sports, parce que justement, la manne tombe de quelque part. Et oui, ben, nous l'avions expliqué l'autre fois, la manière dont les choses se passent, c'est-à-dire que c'est un vote du budget qui est fait donc, en fin d'année au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Mais il faut quand même rappeler que c'est le gouvernement qui propose le budget à voter. Oui. Et donc, ça veut dire donc ce que ça veut dire également que oui, on a proposé donc un budget, on a voté et donc pour le sport. Malheureusement, on n'a pas tenu compte des programmes de toutes les fédérations. Et voilà, c'est là où on en est aujourd'hui, où le budget était déjà épuisé depuis un moment et qu'on est là en train de faire des gymnastiques. Il faut que, naturellement, Madame le ministre prenne son bâton de pèlerin avec derrière le président de la fédération pour aller donc demander par-ci par-là pour voir au niveau du ministère des Finances s'il y a une ligne qui traîne quelque part. Ouais, c'est dans ces genres de situations qu'il faut être un excellent négociateur. Quelqu'un qui puisse convaincre le patron, le chef de l'État pour sortir de l'argent de la caisse noire. Voilà pourquoi d'ailleurs il est président de fédération. Voilà pourquoi madame est ministre des Sports. Ça veut dire que quand ça se coince, c'est des gens qui sont capables de pouvoir ouvrir. Il faut qu'au départ, on puisse d'abord faire le lobbying pour avoir, disons, le budget nécessaire. Bien sûr, ça c'est clair. Maintenant, quand ça se coince, il y a toujours des situations ou bien des gens capables de pouvoir permettre d'ouvrir des portes qui sont hermétiquement fermées. Donc voilà, c'est une situation qui n'honore pas le football togolais. Dire aujourd'hui, on va dire, à la veille d'une Coupe d'Afrique des Nations où on n'est d'ailleurs pas qualifié, de dire oui, la journée qui vient, l'argent est fini, on ne peut pas jouer. C'est dégueulasse. C'est
c'est dégueulasse. Maintenant, on ne sait pas trop. L'État a des priorités, dit-on. L'État a envie de faire d'autres choses. C'est pas forcément le football qui est important à leurs yeux. Mais dans cette situation, il faut des gens qui sachent négocier, qui sachent parler, qui sachent faire la cour aux décideurs. Je veux dire, le numéro 1 togolais. Donc voilà, il y a ça aussi. Prosper parlait la dernière fois de casting, de quelqu'un qui puisse avoir, on va dire, le coffre nécessaire pour aller dire au chef de l'État, c'est un match important, il va falloir jouer. Et là, il donne le hockey. Claude Leroy, au-delà de tout ce qu'on peut dire, avait réussi à jouer toutes les journées FIFA. Comment a-t-il fait? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est bien malheureux. Mais c'est aussi ça, malheureusement. Mais et puis c'est vrai également que même la fédération ne sait pas comment Claude Leroy se débrouillait pour que son staff puisse avoir donc, les sous nécessaires donc, pour aller disputer des matchs. Oui, on va continuer à attendre, hein, mais on va continuer à sonner sur l'alarme quand même pour dire que attention, quand vous voulez faire donc, du sport, c'est avec les moyens. Et il faut en amont voir dans quelle mesure ça peut se faire. Toutes les sélections nationales sont financées par l'État. C'est toujours partout comme cela. Voilà, on revient. Les éperviers hommes et dames sont finalement rentrés en possession de leurs primes impayées. C'est donc la fin de cet imbroglio, on va dire, disons, ce calvaire qui aura duré quelques semaines d'ailleurs. Alors peut-on dire que c'est un ouf de soulagement, Angelo? Oui, mais à court terme. Ça a été fait, oui, qu'ils en soient remerciés. Ces personnes-là qui, on en parlait tout à l'heure, ont fait le job derrière pour que vraiment cette situation-là, on puisse polir, ne serait-ce que même effacer cette ardoise. On a dû nettoyer. On a dû justement nettoyer cette ardoise. Oui, c'est un soulagement pour les éperviers seniors, hommes et puis dames. La dernière fois, ça faisait... C'était pas bon du tout à entendre, sachant que oui, l'État devait aux joueurs. Et quand on fait un peu le rétropédalage en se disant que tout est question de planification, espérons simplement qu'aujourd'hui, il y a un semblant de regain de forme mentale. D'abord pour les seniors A qui se disent, ah tiens, finalement, on est rentré dans nos droits. On pourra quand même essayer d'avoir une petite joie. Et surtout pour les dames, pour qui les échéances arrivent très très vite, pour ne pas parler de la fenêtre face à la Tanzanie en aller-retour. Et on parlait tout à l'heure de démotivation. Je pense qu'on va juste enlever rester sur motivation en se disant, tiens, enfin, l'argent est arrivé et donc on pourra... Pour les motiver. Exactement. Mais il faut féliciter également la Fédération togolaise de football qui, donc, en cette situation, a dû sauver un peu. En donnant quelque chose. Oui. Ce n'est pas beaucoup, mais... Pour soulager un tant soit peu ce début de colère ou de frustration qui naissait dans le nid épervier d'âme. Et heureusement, en cela, le président Guy Akpovi a en tout cas fait preuve de responsabilité aujourd'hui. Heureusement que... Ce qui est curieux, autant la sortie médiatique du ministère des Sports avait fait toller sur les réseaux sociaux, autant quand la fédération dit avoir pris acte de cette nouvelle où les primes ont été versées, on n'a rien entendu sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'on aime beaucoup plus tout ce qui est négatif. L'agent n'aime pas le bruit. Ah, voilà, je pense que votre conclusion est la meilleure. Pour tout dire, l'agent n'aime pas le bruit, n'est-ce pas Franck? C'est ce qu'on va dire. Hein? Mais alors, on sait également que la situation est expliquée, que le budget alloué au sport est épuisé depuis quelques temps. On aurait fait des gymnastiques jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Alors, moi, j'ai toujours envie de savoir, qu'est-ce qui explique ces genres de situations, Franck? Que le budget soit au niveau de l'État, ou bien le budget alloué au sport soit complètement, on va dire, épuisé rapidement. Et puis bon, ok, ça dit que c'est une situation, comment je n'arrive pas toujours à m'expliquer. C'est une question de planification, parce que dans l'année d'abord, il y a beaucoup de matchs. Lorsque vous savez que sur le milliard ou bien les milliards donnés, c'est le football qui
pompe la part du lion. Oui. Donc, c'était bien de planifier. On manque toujours de planification. Voilà pourquoi souvent on est surpris de voir que cette situation est bien présente. Oui. Il faut tout planifier, il faut s'organiser. Et voilà, c'est la planification qui va déterminer le fait que le Togo sera, ou bien la fédération soit indépendante quelque part dans la mise en route de ses projets, de ses activités jusqu'à la fin. À part l'octroi du budget de l'État, il faut avoir forcément des sponsors qui tiennent. Pas des sponsors qui donnent 25 000, 100 000 à la fédération. Parce que l'organisation d'un match des éperviers, c'est autour de 100 millions. Donc, voire plus, ça dépend du match. Oui. Donc, il ne faut pas avoir des sponsors qui viennent donner 10 millions, 5 millions. Non, ça ne passe pas. Oui, mais voilà. Aujourd'hui, rapidement sur le fait qu'on ait une restructuration géopolitique des collectivités et autres, je pense que ce serait important aujourd'hui de mettre également en contribution les collectivités locales qui sont sur le territoire. Vous voulez parler de la décentralisation? De la décentralisation, histoire un tant soit peu de réorganiser ce secteur, même si c'est 0,5% de vos recettes que vous reversez un tant soit peu au niveau de la fenêtre sportive, c'est une possibilité. C'est pour ça qu'on est en création donc, de ce fonds d'aide au sport. Jusqu'à présent. Qui ne voit jamais le jour. Pour terminer là-dessus, là aussi, vous me tendez si bien la perche, nos entreprises que nous avons aujourd'hui, à combien financent-elles ou bien financent-ils le sport, les activités sportives? Aujourd'hui, on les voit beaucoup plus sur d'autres événements, mais quand il s'agit des sports, ce qui peut sortir un pauvre de la misère et en même temps, par ricochet, si d'ailleurs à réussir remettre à neuf sa localité, sa région, malheureusement, on ne les voit pas. Mais à ce niveau, pour terminer, il faudrait que, nos gouvernants arrivent à intéresser justement nos entreprises et à les inciter à contribuer à ce que nos sports, à un moment donné, relèvent la tête au Togo. Vous avez bien trouvé la solution, Angelon. Justement, le problème est à ce niveau parce que même un entrepreneur, s'il a la volonté de le faire, il faut qu'au niveau de la fiscalité, on puisse lui permettre cela. Franck en sait quelque chose. Lui qui sait plutôt manipuler donc, les chiffres de comptabilité, on sait donc ce que ça... Oui, mais justement, si la société... si l'entreprise sait que en finançant, j'ai donc une ristourne au niveau de la fiscalité, une exonération. Mais c'est ce que jusqu'à présent on n'arrive pas à bien concevoir, bien fignoler la chose de manière à ce que ça soit compris de tous et qu'on sache que, oui, au niveau fiscal, on pourrait avoir, disons, une certaine amélioration. Et puis on n'arrive pas à mettre en route le FONADES, le Fonds national de développement du sport. Oui, mais depuis très longtemps, on en a parlé, on en discute tout le temps, mais c'est que ce fonds-là, s'il est créé, on a déjà identifié, en tout cas, les sources. Exactement. Les sources de financement ont été déjà identifiées. Mais comment créer? Je crois qu'il reste encore, comme on le dit, certains décrets, justement, qui nous permettraient d'aller vers là. Mais n'est-il pas grand temps, Franck, qu'on reconsidère même la manière de gérer les primes des joueurs des différentes sélections? On en parle tout le temps, surtout en procédant comme beaucoup d'autres pays en parlant justement des primes d'objectifs plutôt que des primes de match. C'est important de revoir un peu ce côté-là. Voilà, quand vous prenez la France, par exemple, c'est des primes d'objectifs. Vous franchissez le premier tour, vous avez quelque chose, vous qualifiez pour les quarts, pour les demi-finales, ainsi de suite, ou bien carrément, dans d'autres pays, on vous fixe l'objectif. C'est à partir des demi-finales. Vous arrivez en demi-finale, vous avez le pactole, et puis la finale, vous avez la timbale. Donc, je pense qu'il faut arriver à ce niveau-là parce que ça donne l'impression qu'on arrive en sélection, on n'a rien fait, on a 500 000. C'est trop facile aux yeux de certaines opinions. Donc, il faut réfléchir là-dessus. Oui, il faut changer donc le cahier. Pour être riche, en sélection, non. Mais en club, oui. Les joueurs doivent comprendre ça. Oui. Et nos dirigeants également doivent faire preuve de fermeté, de diplomatie, de discours par rapport à ce genre de situation. C'est une question d'éducation aussi. Absolument. Vous avez tout dit. Il faut une pédagogie pour expliquer la chose. Exactement. Et dire, bon, désormais, ça va être extraordinaire. Il faut changer donc les cahiers. Je crois que, oui, ce cahier suffisamment jauni.
Il faudra peut-être aller Absolument. ailleurs. Voilà, et ça nous amène maintenant à un autre chapitre, le Togolais en Clôme, avec cette actualité des Togolais de l'étranger. On retrouve Angelo Folikoin pour que ce dossier. Alors, pour une première fois, une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser aux dames d'abord, les éperviers dames, qui sont sur le continent et sur le vieux continent. On va parler de Wendy Koumafi, qui, dans son club de D2 en France, a joué 66 minutes. Non, plutôt, est rentrée à la 66e minute de jeu. Mais ça n'a pas permis, en tout cas, à son club de subir la défaite. Lucie Gantim, qui évolue en régional 1 au niveau de cette troisième journée, a joué 46 minutes. Ce n'est pas mal pour Tometi Kai, qui saura l'appeler bientôt. Nathalie Badaté a retrouvé le chemin des stades. Voilà. 90 minutes dans les jambes. Sauf que voilà, son club d'Isère a perdu 3 buts contre 2 face à BC. Amiran Djabara et puis Odette Nitengma ont été titulaires dans le match de la première journée de la Botola Pro féminine. Elles n'ont pas marqué, mais elles étaient là. Et puis Magan Ella Djankale, qui évolue du côté de Maroc, la D2, la division 2, voilà, qui a eu 90 minutes dans les jambes. Voilà, ça donne également des idées à Tometi Kai. Pour terminer, on va parler de Sama Koudjoukalo, qui a permis à son club, de gagner 2 buts à 1. Le club de Bourges qui a battu CA Paris. Premier but de la saison de Sama Koudjoukalo dans la D3 française. Nous parlons de la 4e journée. Pour revenir au masculin, Kevin Denke est sur un nuage. Joueur du mois de septembre avec le Cercle Bruges. Et pas plus tard que le week-end dernier, il a claqué 3 buts pour son club. Et dans la victoire de Bruges, 3 buts à 2 face à Leuven. Il a marqué 5 buts en 9 matchs de championnat. Clydier Thibault, bonne nouvelle pour Paulo Duarte. Il revient de blessure. Il a marqué même en amical pour son club de Lucerne, qui a fait 2-2 face à Arou. Kennedy Boateng, il est sans club. Il est en train peut-être de voir un prêt à Bastia. On attend de voir. On vous donnera les infos pour la prochaine fois. Kodjo Aziangbe, celui-là même que Paulo Duarte a fait venir en sélection il y a quelques mois, qui signe du côté de Zoria Luhansk en Ukraine. Et donc, on attend de voir ce que ça va porter. Attention, il va évoluer, son club va évoluer en Europa Conference League. Donc, on aura l'occasion de le voir sur les pelouses. Et puis, terminer avec Yao Anor. Oui, celui-là également amené par Paulo Duarte. 2e but en championnat d'Égypte face à Al-Ahli. 2 buts en 3 journées. Ce n'est pas mauvais. Vivement qu'il continue sur cette lancée. Ah oui, bonne chance pour ces joueurs, Franck, n'est-ce pas? Ah oui. Ça nous amène donc à ouvrir rapidement donc la vanne pour les auditeurs. 92 03 60 31, le 97 24 26 26. Bien sûr, si vous êtes intéressé, c'est le moment ou jamais d'appeler. Bonjour, auditeur. Bonjour, c'est Rachid. Ah, c'est notre ami Rachid. Comment ça va? Oui, ça va, je salue tout le plateau. Merci. Bonjour. Moi, pour le limogeage de Jonas, c'est la poudre aux yeux. Hein. Ah oui? Parce qu'on parle du résultat, pourtant son colonel aussi n'a pas les résultats conquis. Hein. Mais on limoge l'adjudant, on laisse le lieutenant. C'est ça le football. C'est ça. Donc le lieutenant aussi doit partir. Oui, les deux. Parce que si on parle du résultat au niveau du journal, Paulo doit le suivre. Ah, c'est ça. Bon, maintenant, si on veut amener un sélectionneur adjoint, il faut qu'on l'amène à temps pour qu'on commence par préparer une équipe pour les échéances qui arrivent. Ne pas attendre à la dernière minute de venir prendre la pâte chaude de l'étendre dans sa main pour qu'il puisse faire quelque chose. D'accord. Donc, ça va pas aller. Bon, concernant pour la pour que la sélection n'a pas pu jouer les journées FIFA, ça dit c'est manque, ça nos dirigeants ne savent pas ce qu'ils veulent, franchement. C'est honteux sur notre pays. Ils n'ont qu'à revoir et repenser comment on fait le football. Au moins, ils n'ont qu'à copier aussi chez les autres, voir comment ça peut se faire. La fédération peut chercher des moyens, mais si vous prenez les moyens et vous ne faites pas compte, vous n'aurez pas ces gens de ces moyens. Est-ce qu'il nous manque dans ce pays? Bonne émission. Merci Rachid, c'est votre point de vue. Merci. Un autre en ligne, bonjour. Bonjour, Emile Bon. Oui, on vous appelle? C'est votre ami Étoile Lycée. Ah, Anani. Anani, c'est Étoile Filante. Ah oui, Anani, Étoile Filante. Franck et je les salue tous. Merci, bonjour. Ok. Ouais. Pour moi, oui.
ce que je ne comprends pas côté des Togolais, c'est que quand le travail qu'il est en train de faire là, ils ne sont pas contents. Le résultat du football, ça ne vient pas comme Machi. C'est petit à petit. Alors que l'autre, Jonathan Kokula, tout d'abord, il dit que lui, il est roi au Mali. Il est venu au Togo, on lui a donné l'équipe nationale junior. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Africa l'a pris. Qu'est-ce qu'il a fait? Africa, rien. L'équipe nationale locale, il est là-bas. Regardez, nous avons gagné à Lomé 1-0. Arrivé à Cotonou, c'est comme ce football n'est plus. C'est avec Tchalné Bama qui joue la défense beaucoup et l'attaque rien. Eux, on nous a massacrés là-bas. Donc, on dit qu'on va garder cet entraîneur. Mais il y a beaucoup d'entraîneurs au Togo. Moi, je ne suis pas du tout partant avec les autres. Ça dit pas le gardien travailler pour moi. Donc, je suis étoilé, mais ce qu'il est en train de faire, moi, je suis très content, je suis togolais. D'accord. Donc, on n'a qu'à lui laisser, il n'a qu'à travailler. Au moins 2 ans, on va voir si le résultat ne vient pas, on peut lui laisser aussi. Parce qu'on ne va pas dire qu'on a, l'autre, on va laisser le coach à jouer, donc on va laisser Claude Leroy. Ah, il est parti. Je crois qu'il y a eu un petit souci avec son crédit. Un autre en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Vous pouvez diminuer le volume de votre récepteur, s'il vous plaît, ou bien vous éloigner carrément. D'accord? Merci. On vous appelle? Aimé les bons. Épervier. C'est Aladji 3e. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est Aladji quoi? Aladji 3e. Aladji 3e. Ouais. Très bien. Ouais. D'accord. Bonjour, mon frère Angelo. Bonjour. Bonjour, mon frère Franck Mignama. Bon suite de travail. Tous les jours. Je sors de vendredi. Mon deuxième travail, c'est aller vous écouter. Tout ce que vous faites pour nous, on vous salue. Merci. Continuez, ça va aller, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Mon frère Kader de venir, parce que si il est 100% togolais, on va voir ce qu'il va nous donner, parce qu'il connaît la maison. Je l'attends. D'accord. Un jour aussi, j'attends qu'on m'envoie encore étaré et les autres anciens pour venir clôturer notre sport. Inch'Allah, ça va aller. D'accord. Je salue tout le monde, je salue le gouvernement qui a donné l'argent aux joueuses, aux joueurs. Nous sommes fiers de ça. Pour les primes payées, d'accord. On est en train de les supprimer. Même si un seul match, on peut jouer pour les journées FIFA. Donc, on les supplie. Parce merci. Il connaît le football, il connaît. Épervier, merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Merci. Un dernier peut-être, non? Non, d'accord, ben c'est fini donc pour aujourd'hui. Merci à toi, Franck. Ça a été un plaisir. Angelo. Tout le plaisir. Bien sûr, du côté de la baie vitrée, c'est Théo Ajav. C'est avec autant de plaisir qu'on vous retrouvera vendredi prochain. Je m'appelle Aimé Lebon. Au revoir.